Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 16 novembre, l'heure du 7-8 journal sur TV 78, les titres de cette édition. Ils sont accusés d'avoir séquestré leur chef d'équipe. 9 salariés du site PSA à Poissy comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Versailles. Et un rassemblement de soutien se tenait devant le TGI en présence de plusieurs figures politiques de la gauche. Nous étions sur place. Lundi, c'est la journée mondiale des droits de l'enfant, l'occasion de célébrer l'adoption de la Convention internationale le 20 novembre 1989 à l'ONU. 28 ans plus tard, ce texte est-il bien appliqué? Élément de réponse avec Philippe Jonnécan, délégué de l'UNICEF 78. Et puis retour sur la soirée d'ouverture du festival Saint-Quentin. Au programme hier à l'UGC SkyWest, le compositeur Vladimir Cosma était l'invité d'honneur de la cérémonie. L'événement dédié au film documentaire se déroule jusqu'à dimanche à Saint-Quentin en Yvelines. Thème cette année, la musique. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la mise en place de la police de sécurité du quotidien. Les premières expérimentations doivent débuter début 2018. Et ce matin à Versailles, le préfet des Yvelines, Serge Morvan, a lancé une large concertation sur le sujet en présence d'élus, des autorités, d'associations et de bailleurs sociaux notamment. Objectif, recueillir les différents avis, les besoins et mettre en avant les retours d'expérience sur le terrain via des réunions de proximité qui se dérouleront pendant un mois. Propos recueillis par Nicolas Dandry. La police de sécurité du quotidien, évidemment, il faut qu'elle soit déconcentrée aussi. Il faut que son action soit la plus proche possible du quotidien. Et le quotidien, c'est pas le même suivant où vous habitez, y compris dans les Yvelines, suivant votre travail, suivant votre comment on pourrait dire, votre situation familiale. Est-ce que vous avez des enfants que vous amenez à l'école ou pas? Enfin bon, il y a tout ce qui fait la vie, évidemment, du quotidien doit donner lieu à en matière de sécurité, une réponse adaptée. La police de sécurité du quotidien qui est l'objet du prochain 7-8 débat à suivre ce soir sur TV 78. Vanessa Meffla reçoit Julien Lecam du syndicat Alliance et le député des Yvelines Didier Bécher. Des militants de la CGT devant la justice aujourd'hui à Versailles. 9 salariés de l'usine PSA à Poissy comparaissaient en début d'après-midi au tribunal de grande instance. Ils sont accusés de séquestration par un chef d'équipe. Pour les soutenir, environ 250 personnes, syndicats et politiques s'étaient réunis en fin de matinée devant le tribunal. Sur place, Marie Pantra, Nicolas Kirillovitz. Des Yvelines, de Valenciennes et même des salariés de Renault. 300 personnes étaient présentes à Versailles en soutien aux 9 salariés de l'usine PSA Poissy, accusés par leur direction de séquestration pour des faits remontant au mois de février. Des accusations que les syndicats CGT en tête rejettent en bloc. Pour eux, ce combat judiciaire est une simple tentative d'intimidation. Vous savez, c'est nouveau pour nous d'être traités comme des délinquants, comme des voyous, de se faire assigner en correctionnel alors qu'on n'a rien fait. C'est nouveau. Maintenant, ça nous fait pas peur, ça nous impressionne pas. Et on va pas se démoraliser pour ça. Au contraire, ça nous renforce. Ça veut dire qu'on est des gêneurs. On est des gêneurs dans la politique de Tavares de vouloir exploiter encore plus les travailleurs. Le jour même d'une mobilisation nationale contre la politique du gouvernement, de nombreuses personnalités politiques de gauche ont aussi participé au rassemblement. Malheureusement, cette criminalisation accrue de l'activité syndicale va de pair, on le voit bien, avec l'attaque contre les droits sociaux et les droits syndicaux qui sont contenus dans les ordonnances Macron. Nous sommes toujours rassemblés quand il s'agit effectivement de se battre contre des attaques, qu'elles viennent du gouvernement ou qu'elles viennent du patronat. Au moment de l'enregistrement de ce reportage, nous ne connaissons pas les réquisitions du procureur de la République. Selon la loi, les salariés encourent jusqu'à 5 ans de prison ferme. Autre mobilisation, cette fois-ci à Guyancourt. Les salariés de Sodexo à Dreux mènent des actions depuis plusieurs semaines devant le siège du groupe de restauration collective et de multiservices. Motif, la fermeture du site Eurélien annoncé en septembre. Le plan social proposé par la direction ne convient pas. Une poignée d'employés a donc décidé de muscler le mouvement. Pourtant, un accord a été signé avec les syndicats. Reportage Marilène Yapichino, Nicolas Dandry.
Depuis lundi, 2 salariés du site de production Sodexo à Dreux ont entamé une grève de la faim. La fermeture du site a été annoncée en septembre pour des raisons d'adaptabilité aux attentes du marché. Les solutions proposées aux salariés sont jugées indécentes par ces manifestants. Un troisième les a rejoints mardi en soutien. On en est venu à faire une grève de la faim tout simplement parce qu'on n'arrive pas à faire entendre à la direction de Sodexo que le PSE qu'ils ont mis en place, qui a été signé et validé par les différents syndicats, est complètement en dehors des attentes des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se fait licencier, on prend 3 francs 6 sous, on nous propose des reclassements à plus de 100 km de chez nous pour des salaires minimums, et c'est complètement intolérable. Nous, on se bat pour qu'aujourd'hui, les négociations soient réouvertes et que la direction puisse recevoir les délégués syndicaux pour qu'il y ait vraiment des négociations sérieuses et décentes. Le mois dernier, une trentaine de salariés protestaient déjà devant le siège social de l'entreprise à Guyancourt. La direction se défend d'avoir négocié dans les règles avec les partenaires sociaux. Au total, le site de production de Dreux comptait 62 salariés, dont 6 ont déjà été ou sont en voie de reclassement. Ce que nous leur avons proposé, dans le cadre de la négociation avec les partenaires sociaux, a fait l'objet de 4 réunions de négociation. On a pu, au travers des échanges que l'on a fait, prendre en compte leurs attentes, adapter les dispositifs proposés, et la majorité de nos partenaires sociaux ont signé cet accord. Donc j'entends effectivement ce que disent ces personnes qui, dans la situation, nous touchent, que nous prenons en compte, qui nous préoccupent à l'heure actuelle. Pour autant, la signature de l'ensemble, de la majorité de nos partenaires sociaux, aujourd'hui, prévaut. Et c'est bien les solutions pour chacun des collaborateurs, dans le cadre de cet accord, que l'on souhaite pouvoir mettre en œuvre à présent. L'entreprise de restauration collective espère une reprise du site et le maintien d'une vingtaine de postes. En fin de semaine, une commission de suivi aura lieu sur le site de Dreux avec les partenaires sociaux. Le texte s'apprête à fêter ses 28 ans. Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant était adoptée à l'unanimité à l'ONU avec 195 pays signataires. C'est l'un des traités les plus ratifiés de l'histoire. Son anniversaire, c'est donc lundi, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Bonsoir Philippe Journécan. Bonsoir. Vous êtes le délégué de l'UNICEF 78. Alors ce traité est finalement le socle de toute l'action de l'UNICEF. La Convention est juridiquement contraignante pour les États signataires qui s'engagent à défendre et à garantir les droits de tous les enfants sans distinction. C'est un texte qui, pour la première fois, a reconnu, pour les moins de 18 ans, les moins de 18 ans comme des êtres à part entière. Absolument. Les enfants ont des droits. Les enfants, quel que soit leur âge, ont des droits élémentaires. Par exemple, le premier droit élémentaire, c'est le droit d'avoir une identité. Il y a des pays où il n'y a pas d'identité. Un enfant sans identité, il peut être la proie de n'importe qui, ne pas pouvoir se déplacer, ou au contraire être utilisé comme mercenaire. Et ça, c'est interdit, bien évidemment, par la Convention internationale des droits de l'enfant. Texte donc ratifié en 1989, c'est-à-dire qu'auparavant, on ne reconnaissait pas le droit des enfants officiellement ? Il y avait des reconnaissances, si, mais là, ce texte permet de formaliser un ensemble de droits. Il y a 41 articles dans la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pas 41 droits, parce qu'il y a des articles qui permettent d'affiner certains droits, mais le droit à l'éducation, le droit à avoir une famille, le droit à être nourri, le droit à être vacciné, le droit à ne pas être malade, avoir de l'eau potable facilement à moins de 10 minutes de chez soi, ça rentre dans les principes. Et vous dites c'est le socle de l'UNICEF. Non, c'est pas le socle de l'UNICEF. L'UNICEF a été fondée en 1946, c'est d'abord pour venir en aide aux victimes du conflit mondial, aux enfants victimes du conflit mondial. Et puis après, l'UNICEF s'est étendu à travers le monde. Ça a d'abord été pour aider les enfants européens à se reconstruire. Mais avec cette Convention internationale des droits de l'enfant adoptée à l'ONU, l'UNICEF, qui est une agence de l'ONU, se doit de promouvoir bien évidemment cette convention, et c'est le rôle que nous tenons très régulièrement tout au long des années, parce qu'il faut toujours remettre le travail sur la table. Et 28 ans plus tard, où en est-on ? Est-ce que cette convention est bien appliquée ? On a le sentiment qu'il reste quand même des choses à faire encore. Il y a bien sûr des choses à faire. Alors,
je ne parle pas des pays étrangers où là, la Convention est plus ou moins bien appliquée, plutôt mal dans certains pays que bien évidemment. Mais déjà, oui, en France. Mais en France, il faut se battre encore aujourd'hui pour que les autorités applique concrètement cette Convention internationale des droits de l'enfant. Ça a été le cas par exemple avec les réfugiés, les migrants de Calais. Les enfants ont des droits. Tous les enfants ont les mêmes droits, qu'ils soient étrangers, venus d'ailleurs ou français. Donc ces droits n'ont pas tous été respectés. Le jungle qui a été démantelé il y a un an. Absolument. Il y a encore des problèmes bien sûr qui subsistent. Il y a toujours des problèmes. Par exemple, tout enfant a droit à un avocat. On en est bien loin. Surtout des enfants qui ne parlent pas français au départ. C'est encore plus compliqué pour eux. Ils peuvent être traités un petit peu n'importe comment. Plutôt bien, j'espère. Mais il y a une sauvegarde à mettre en place. Donc des choses qui restent à faire. Alors pour ce 28e anniversaire, l'UNICEF des Yvelines va proposer la semaine prochaine plusieurs ateliers, plusieurs spectacles avec ce qu'on appelle les villes amies des enfants dans les Yvelines. Simplement, un autre aspect de la Convention qui n'est pas tout à fait respecté, le droit à l'éducation. Il y a des milliers d'enfants roms qui vivent en bidonville aujourd'hui, qui n'accèdent pas à l'école. C'est pas normal en France. Pays des droits de l'homme. Donc il faut se battre, il faut aller voir les autorités compétentes, les responsables politiques pour mettre en place réellement un droit de l'enfant en France. La France a ratifié cette convention en 1990 et elle a force de loi dans la loi française, cette convention a force de loi. Alors du coup, pour le 28e, les 28 ans de cette convention internationale, je le disais il y a un instant, il y a tout un programme qui se met en place la semaine prochaine dans les Yvelines. Alors, il y a tout un programme qui se met en place, qui s'est déjà mis en place, parce que célébrer le 20 novembre, c'est pas toujours évident, un lundi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc, avec les enfants, ça va s'étaler sur toute la semaine. Et ça a déjà commencé à Guyancourt, par exemple, où nous sommes aujourd'hui, pour célébrer cette convention internationale des droits de l'enfant. Mais il y a eu des ateliers travaillant sur cette convention, expliquant les droits aux enfants qui ont eu lieu hier, qui ont été menés par des bénévoles de l'UNICEF 78, spécialistes de ces plaidoyers. Qui sont donc bien mobilisés, ces bénévoles de l'UNICEF 78. Vos combats actuels là, dans le département pour récolter des dons, quels sont-ils ? On pense forcément à ces milliers d'enfants rohingyas qui ont été contraints à l'exil au Bangladesh, les enfants syriens aussi qui subissent la guerre. Il y a plusieurs combats actuels. Les enfants rohingyas, parlons-en, ils sont à peu près 12 000 chaque jour aujourd'hui à franchir la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh. C'est assez terrible parce que ces populations n'ont rien. Et ils ont quitté leur province sans rien. Et ils arrivent dans un pays particulièrement pauvres. Donc ils sont vraiment cantonnés, parqués dans des camps. Ils ne peuvent strictement rien faire. Ils n'ont pas plus de droits au Bangladesh qu'ils n'en avaient en Birmanie. Et de plus, il faut absolument, dans un pays en difficulté, qui ne peut pas réellement mettre en place des structures pour les accueillir, l'UNICEF ou le HCR, le Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies, doit mettre en place des structures pour pouvoir accueillir dignement, le plus dignement possible, ces populations, pouvoir les nourrir, pouvoir leur apporter un minimum d'eau et de matériel pour lutter contre le froid. Et pour aider ces combats, à venir en aide à ces combats, je suis désolé, il nous reste déjà 1 minute. Les bénévoles de l'UNICEF seront présents un peu partout dans les Yvelines en cette fin d'année, notamment sur des marchés de Noël dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On pourra y acheter les produits de l'UNICEF. Absolument. Alors, il y a plusieurs sites. La campagne de vente vraiment de ces produits qui nous permet de récolter les dons nécessaires pour venir pour participer à ces situations d'urgence. Cette campagne de vente commence demain au stand UNICEF de Carrefour-Montesson, donc vendredi et samedi, Carrefour-Montesson, Carrefour-Chambourcy le 1er et le 2 décembre, et puis toute une série de marchés de Noël dans les villes amies des enfants, Marly, Montigny, Élancourt, Andrézy, Conflans-Sainte-Honorine, et puis surtout, il y a deux pôles sur lesquels nous sommes là depuis plusieurs années, c'est le centre commercial de Paris
2, où nous serons du 4 au 26 décembre, et également le stand UNICEF au magasin Alinéa des Clés-sous-Bois, où nous serons du 9 au 26 décembre. Et vraiment, j'espère récolter un maximum de fonds. Donc, il faut voir que ces situations d'urgence demandent un financement de plus de 3 milliards de dollars. L'UNICEF France participe pour 57 millions à peu près. Alors toutes ces dates dont vous avez parlé, on peut les retrouver bien sûr sur le site internet de la délégation locale de l'UNICEF qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Philippe Jean-Nécan d'avoir été avec nous, délégué de l'UNICEF 78. Et je rappelle que la délégation recherche aussi des bénévoles. Vous pouvez lui apporter son aide en vous rendant une nouvelle fois, comme je l'ai précisé, sur le site internet du comité local. Merci. Merci beaucoup. Hier soir se tenait la soirée d'ouverture. Le 3e festival du film documentaire Saint-Quentin a été lancé en grande pompe à l'UGC SkyWest en présence du compositeur Vladimir Cosma. Thème cette année de l'événement organisé par TV78, la musique et des célèbres airs de films ont retenti durant toute la soirée. Patrick Jacques de Dixmude, Nicolas Kirillovitz et Léa Rege. Si est entonné le célèbre thème musical de John Barry, ce n'est pas pour annoncer l'arrivée de James Bond, mais plutôt l'ouverture du festival du film documentaire Saint-Quentin, spécial musique. Chicken Run, Roméo et Juliette, Sister Act et Rabbi Jacob, un bon nombre de musiques de films sont passées entre les mains de l'orchestre d'harmonie Montigny Wind Orchestra. Le célèbre compositeur Vladimir Cosma était le grand attendu de la soirée. Il a ainsi témoigné de son amour de la musique, mais aussi du cinéma. Ça me semble important parce que vous savez, le cinéma, c'est un art, l'art suprême parce que justement, il mélange la littérature, le scénario, le jeu des acteurs, l'image, les décors, la musique, tout ça. Vladimir Cosma, compositeur de la musique du film Les Aventures de Rabbi Jacob en 1973, a même pris plaisir à retrouver sa baguette le temps d'un morceau. Il n'était pas loin de 200 spectateurs et passionnés à participer à la soirée d'ouverture du festival. Passionnée particulièrement de musique de film et j'adore quand on les enchaîne comme ça. Le plaisir de retrouver les morceaux et puis particulièrement le talent de Vladimir Cosma. J'aime bien la musique de Vladimir Cosma et comme ma femme a trouvé justement l'opportunité de venir ce soir en écouter, j'ai profité de l'occasion. Le festival propose une programmation haute en musique puisque des classiques comme Chantons sous la pluie ou Mamma Mia sont diffusés aux côtés des films documentaires en compétition. La remise des prix a lieu à 16h dimanche 19 novembre au Ciné 7 à Elancourt. On vous parlait il y a un instant de la journée internationale des droits de l'enfant. Autre événement à partir de samedi, c'est la semaine européenne pour la réduction des déchets jusqu'au 26 novembre. Dans le département, l'association Ressourcez-vous sera bien mobilisée pendant l'événement. Bonsoir Marie Fuchs. Bonsoir. Vous êtes membre du comité de pilotage de cette ressourcerie, l'association donc Ressourcez-vous. Elle a pris place depuis mai dans ses locaux de Saint-Arnoux en Yvelines. Déjà une question toute simple pour nos téléspectateurs, c'est quoi une ressourcerie ? Une ressourcerie, c'est un local qui accueille en fait les objets dont les gens souhaitent se séparer et qui irait naturellement vers la déchetterie. Et donc nous récupérons tous ces objets dans le cadre de la prévention des déchets, justement, qui est notre objectif principal, et nous les réparons s'il y a lieu. Et on les remet en vente à tout petit prix, ce qui nous permet de payer les frais de fonctionnement de notre local et d'embaucher des personnes, notamment bénéficiaires du RSA, puisqu'on a un partenariat avec le conseil départemental pour embaucher des personnes bénéficiaires du RSA. Et pour Ressourcez-vous, finalement, plusieurs objectifs. Vous avez parlé de donner cette deuxième vie aux déchets, de faire de la prévention, mais il y a aussi une idée de lien social derrière. Absolument. On a donc, par le biais donc, de ces emplois, qui sont des emplois aidés pour l'instant, en espérant qu'ils seront pérennisés dans notre activité. Et puis par le biais aussi d'ateliers que nous faisons de sensibilisation pour accueillir la population environnante, pour les sensibiliser justement à la prévention des déchets. On crée des ateliers qui permettent, par exemple, comme dans le cadre de la semaine qui va venir, on y vient, oui. Voilà, de récupérer, de réutiliser en fait les objets que nous récupérons et donc de leur redonner une deuxième vie. Et comment ça se passe justement? Comment on récupère ces objets? Alors les gens les apportent en apport volontaire. D'accord. Soit nous les récupérons
en porte-à-porte chez les personnes lorsque les objets sont volumineux, puisque nous prenons tout type d'objets, y compris des meubles. Et donc, on peut aller à domicile chercher ces objets, ces meubles, lorsqu'ils sont trop volumineux pour que les gens les apportent eux-mêmes. Alors, on l'a dit, à partir de samedi, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Quelle importance, à vos yeux, à cet événement ? Mais écoutez, c'est très important, c'est fondamental, puisque nous, on rentre vraiment totalement dans cette volonté de réduire les déchets. Je pense que c'est une semaine qui est importante parce que il faut faire de la sensibilisation à la prévention des déchets. Aujourd'hui, je crois que les Français produisent 590 kilos de déchets par an. Ça fait plus d'1,5 kilo par jour. Donc c'est énorme. Et donc, en sachant que moins de la moitié est recyclée au final. Voilà, donc si on peut participer, nous, avec notre activité et par le biais de cette semaine, toutes les animations qui vont avoir lieu, à sensibiliser la population au fait que le geste prévention de déchets est un geste que chacun peut mettre en œuvre, eh bien écoutez, c'est important pour nous, en tous les cas, par rapport à notre activité. Alors faire changer les mentalités, vous allez vous y employer, vous l'avez dit, par 2 mobilisations qui se passent pendant cette semaine européenne. Ressourcez-vous propose par exemple ce week-end un atelier zéro déchet. Oui, absolument. On va faire un atelier en fait de réutilisation des tissus pour fabriquer des lingettes et des tapis de salle de bain. Voilà, donc on va découper des tissus qui nous ont été amenés en apport volontaire et on va les réutiliser pour faire toutes ces petites lingettes et ces tapis. Quelque chose de pédagogique, de pratique. Voilà, absolument. Assez facile à faire. On montre comment on peut réutiliser pratiquement ses propres déchets. Un atelier ce samedi de 15h à 17h et donc le week-end prochain, samedi 25 et dimanche 26 novembre, il y aura un atelier par jour de 15h à 17h. Là, c'est un atelier tissage. Tissage, oui. Alors là, ça va être plus artistique, on va dire, puisqu'on a une tisserande qui va venir et qui va montrer aux personnes qui viendront suivre cette animation comment, avec des écheveaux de tissus recyclés, on peut faire de la tapisserie. Voilà, ce sera plus créatif, mais aussi à base de tissus récupérés. Il y a un prix d'entrée pour ces ateliers ? Non. Non, les gens peuvent éventuellement, s'ils le souhaitent, adhérer à l'association pour nous soutenir et verser un montant qui leur paraît juste pour nous aider. Est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable ? Oui, bien sûr, il faut s'inscrire au préalable. Donc, vous allez sur notre site et il y a les informations. Merci. En bas de l'écran, merci Marie Fuchs d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle, membre du comité de pilotage de l'association Ressourcez-vous, la ressourcerie du Sud-Yvelines. Et donc pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association. C'est ce week-end à Versailles, tradition et savoir-faire local ont rendez-vous au Palais des Congrès pour la Cour des métiers d'art. 70 artisans présenteront leurs créations. Parmi eux, Élodie Schmitt, créatrice de vêtements installée dans la Cité Royale. De la couture haut de gamme et une nouvelle marque de prêt-à-porter à découvrir jusqu'à dimanche. Sujet signé Camille Lambert. J'ai créé 2 modèles de robes pour l'exposition de Norman Rockwell. Donc j'ai repris les grandes lignes de ces tableaux en me basant sur les coloris qu'il utilisait, notamment le vert et le rouge. Il y a une forme de légèreté dans ces tableaux, un côté enfantin. Des robes pensées comme des œuvres d'art. Inspirée par cet adage qui dit que la mode est un éternel recommencement, Élodie Schmitt crée des vêtements pour femmes élégants et originaux. C'est ici, dans son atelier boutique de Versailles, qu'elle imagine et réalise elle-même robes de mariée ou tenues de cérémonie. J'ai toujours été passionnée par la mode, les vêtements, le dessin et le travail manuel de façon générale. Depuis l'âge de 7 ans, j'avais envie de créer des vêtements. Un rêve devenu réalité. Après des études d'art appliqué et de costumière, Élodie a lancé son entreprise de création de vêtements sur mesure il y a 3 ans. Face au succès rencontré, la jeune femme de 28 ans a décidé d'élargir son offre, sa nouvelle marque Azaline. Azaline, c'est une marque de prêt-à-porter de robes de mariée et de tenues de mariage essentiellement, mais il y aura toujours cette partie sur mesure, effectivement, où on va créer des pièces uniques.
Des matières nobles et un savoir-faire qui ont un coût, minimum 500 € pour une robe simple. Pour alimenter le catalogue, shooting obligatoire, cela fait 1 an qu'elle collabore avec Charlotte. Aujourd'hui, essayage des robes de mariée. Je lui ai dit un petit peu ce que j'aimais dans ces modèles. Elle m'a conseillé sur ce qui irait mieux avec mon profil, ma silhouette. La première impression, c'est vraiment qu'on se sent hyper bien dedans. On n'est pas gêné, on est comme dans une robe de tous les jours. Des créations qui seront présentées au public du 17 au 19 novembre lors de la Cour des métiers d'art à Versailles. La vente en ligne de la marque Azaline est prévue prochainement. C'est la fin de ce 7-8 journal. Avant de se quitter, une information. On vous parlait au début de ce journal de la mobilisation ce matin devant le tribunal de grande instance de Versailles. Mobilisation de soutien pour 9 salariés de l'usine PSA de Poissy. Ils comparaissaient en début d'après-midi pour séquestration de leur chef d'équipe. Une information qui vient de tomber, c'est le procureur de la République qui a requis 5 mois de prison avec sursis pour ces 9 salariés. Le délibéré du procès sera connu le 20 décembre prochain. Ce journal, vous pouvez bien sûr le retrouver en replay et les reportages sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Demain vendredi, vous retrouvez le 7-8 l'hebdo avec Nicolas Kirillovitz. Le 7-8 journal revient, lui, lundi pour une nouvelle semaine d'information locale. Bonne soirée à tous.